Bonjour, merci d'être venus si nombreux à la première conférence de la journée. J'ai la joie du coup d'animer cet échange sur l'activité mandataire et on va poser une question qui est est-ce que le mot de mandataire a-t-il encore une place du coup en 2023 ? Et pour ça, on a demandé à un certain nombre de personnes qui vont pouvoir prendre la parole au fur et à mesure et répondre à mes questions sur le rôle du mandataire. Je vais demander du coup aux personnes qui sont sur ma table ronde de se présenter. Pour vous, ça va être très facile. On a mis les photos, du coup, vous allez rapidement identifier. Et on va commencer par les dames. Donc, Audrey, on fait un petit tour rapide. Audrey Piton, déléguée secteur mandataire et représentante de Fédération Mandataire. Ouda Karaouli, directrice déléguée des Bienveillants, qui est une filiale du groupe WeCare. Patricia Poulet-Mathis, je suis de l'URSSAF Caisse Nationale. Bonjour, Olivier Leboucher. Moi, je suis en charge des nouvelles activités pour le groupe Corian et donc j'ai en particulier la responsabilité de petit-fils et aussi d'une autre activité qui cette fois-ci qui est plutôt en mode prestataire qui s'appelle AGV. Bonjour, moi c'est Sébastien Imbé, je suis éditeur de logiciels ArchMC2, donc spécialisé dans le développement autour des structures mandataires. Ouais, j'ai pas la chance moi d'avoir ma petite tête, donc moi c'est Yuel Letiec. Je suis directeur de la partie domicile de ArchMC2, qui est, comme l'a dit Sébastien, un éditeur dans le secteur. Pour moi, le mandataire, en fait, c'est une activité que je méconnais, parce que côté éditeur, je suis un petit peu plus spécialisé personnellement sur le prestataire, donc je suis aussi heureux, comme vous, de découvrir et de me remettre un petit peu un niveau sur l'activité. Et pour commencer, je vais demander du coup à Audrey Piton de nous expliquer grosso modo ce que c'est que le mandataire. Et on en a profité pour récupérer quelques chiffres clés aussi pour poser des éléments sur le secteur, sur les volumétries, parce que c'est toujours important d'avoir des éléments de référence. Donc Audrey. Exactement. Alors aujourd'hui, le mandataire fait partie d'un secteur qui s'appelle le secteur de l'emploi à domicile et des particuliers employeurs. Aujourd'hui, le mandataire, la base du mandataire, c'est le binôme particulier-employeur-salarié. En synthèse, dans le cadre des besoins d'accompagnement à domicile, une personne peut employer un salarié à son domicile de façon régulière. Et dans ces cas-là, la personne qui emploie un salarié est particulier employeur et le salarié qui intervient chez cette personne est salarié du particulier employeur. Il y a un contrat de travail qui lie le particulier employeur et le salarié. Le particulier employeur, on prend l'exemple, s'appelle Madame Dupont. Elle embauche une autre personne qui vient tous les mardis de 14h à 16h. Dans ces cas-là, c'est une relation en direct et Madame Dupont va rémunérer sa salariée tous les mois par l'intermédiaire de différents outils. Le mandataire intervient dans cette relation d'emploi dans la mesure où le mandataire va accompagner le particulier employeur dans la gestion de la relation d'emploi avec son salarié. Je vais vous prendre un exemple. Le mandataire va faire la déclaration des heures du salarié à la fin du mois. Il va faire éventuellement le bulletin de paye. S'il y a un problème, le mandataire va faire les actes pour le compte du particulier employeur. Ça, aujourd'hui, c'est le cadre de l'activité. En termes de volumétrie, le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile comprend de nombreuses personnes. Et donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a 3,3 millions de personnes qui s'appellent des particuliers employeurs qui emploient des salariés à leur domicile, et ceux-ci emploient 1,3 million de salariés. Le secteur, c'est à peu près la moitié des heures, à mon avis, dans le champ des services à la personne. Donc, aujourd'hui, l'activité, la question qui est posée, c'est, voilà, aujourd'hui, l'activité mandataire, qui est une activité du secteur de l'emploi à domicile, a-t-elle sa place dans le champ des services à la personne ? Je dirais qu'aujourd'hui, au regard en fait de l'évolution démographique, du nombre de particuliers employeurs qui sont aujourd'hui présents, l'activité mandataire a toute sa place aujourd'hui pour accompagner les gens à domicile, que ce soit pour de l'accompagnement de personnes âgées ou pour de la petite enfance. Voilà en termes de réponse à cette question. Et vous voyez en fait qu'on a un autre enjeu dans le secteur qui est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de particuliers employeurs, 81%, qui ont plus de 70 ans.
et qui emploie 549 300 assistantes de vie. Donc, aujourd'hui, le mandataire est une réalité dans le champ des services à la personne. Il y a des structures pour y répondre. Il y a un intérêt pour ce mode d'intervention. Ce sera, je le dirai après éventuellement, mais voici à peu près le contexte, en espérant que ce soit clair. Oui, c'est très clair, merci. Enfin, en tout cas pour moi, on verra tout à l'heure, parce que ce que je vous propose, c'est que je garde 10 minutes, un quart d'heure sur la fin pour avoir une interaction avec vous. J'avais noté aussi quelque chose d'important dans nos échanges, c'était la particularité. On a bien compris que c'était l'employeur avait un contrat avec l'employé. Un employé, du coup, peut avoir plusieurs employeurs. Et comment on gère, comment est géré les interactions avec l'employé, parce que du coup, c'est un statut un petit peu spécifique. L'employé, comment est-ce qu'on l'accompagne, cet employé, au quotidien, au niveau de ses droits sociaux, de sa formation? Est-ce qu'il y a des éléments particuliers? Alors, je vais reprendre la parole, mais il n'y a pas que moi qui vais parler, mais sur le contexte potentiellement. Il y a aujourd'hui, en fait, la relation entre particulier employeur et salarié du particulier employeur est régie par une convention qui s'appelle la Convention collective nationale de l'emploi à domicile et des particuliers employeurs. Cette convention, en fait, elle régit les règles, c'est-à-dire ce que le salarié peut faire, c'est-à-dire son métier, son niveau de rémunération, les règles, et ce que le particulier employeur lui aussi peut faire, et ce qu'il peut demander à son salarié. Il y a un cadre juridique, c'est-à-dire qu'en fait, le salarié ne fait pas ce qu'il veut et le particulier employeur ne demande pas ce qu'il veut, indéniablement. Aujourd'hui, la majorité des heures, elles sont faites en emploi direct et 10% des heures sont faites en mandataire. L'intérêt de l'activité mandataire, c'est que le particulier employeur, il va être conseillé sur comment, entre guillemets, contractualiser ou faire avec son salarié. L'autre sujet, c'est que dans le cadre de la convention collective qui a été mise à jour en fait, au 1er janvier 2022, il y a en fait les partenaires sociaux, donc syndicats de salariés et syndicats employeurs, qui ont amélioré, qui ont ouvert des droits sociaux à destination des salariés, notamment avec des activités sociales et culturelles, avec une indemnité de départ à la retraite, avec un renforcement de la professionnalisation, avec en fait un dispositif de santé au travail qui va se mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on a un secteur qui renforce le binôme particulier employeur-salarié, avec pour objectif de dire, il y a un particulier employeur qui va avoir un besoin, il y a un salarié qui va y répondre, et il y a des salariés qui vont en fait parfois avoir, comme le dit monsieur, 3-4 particuliers employeurs, et en fait ils vont s'organiser avec ce particulier employeur. La structure mandataire, par contre, elle a cette plus-value de dire, vous voyez qu'on a pas mal de particuliers employeurs âgés, si à un moment il y a des questions avec le salarié, la structure, elle permet en fait au particulier employeur d'avoir les réponses. Et vis-à-vis des salariés, le salarié peut compter entre guillemets sur la structure, même s'il n'y a pas de lien contractuel entre la structure et le salarié, pour répondre à ces questions. C'est aussi, en fait, la structure mandataire est aussi un levier en termes de professionnalisation parce qu'elle peut faciliter la mise en place de groupes et autres. Donc aujourd'hui, on a une structure mandataire qui est un peu l'acteur de proximité sur la relation entre particulier employeur et salarié. Voilà à peu près le contexte. Merci Audrey. Je voudrais passer côté structure du coup avec Olivier. Déjà on a eu une toute petite présentation, quelques mots de Petit-Fils. Je pense que c'est peut-être nécessaire de resituer Petit-Fils dans le contexte mandataire du coup Olivier. Oui, très bien. Donc Petit-Fils existe depuis 14 ans maintenant. La question me fait drôle, effectivement, de se poser la question de est-ce qu'on est légitime dans cette activité. Bon, je le pense, bien sûr. Petit-Fils, c'est 250 agences maintenant partout en France, qui est spécialisée en mode mandataire. Hein. On a pas mal d'acteurs qui font à la fois le mode mandataire et le mode prestataire. Le choix qui a été fait à l'origine, c'est effectivement de ne faire que du mode mandataire. Et donc je reviendrai un peu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, puisque ce ne sont pas pour nous les mêmes clients, ce ne sont pas pour nous les mêmes auxiliaires de vie non plus. Il y a vraiment une différence. Et on doit s'adapter effectivement à nos clients et à nos collaborateurs qui ne sont pas nos salariés. Du coup, Audrey ce que j'attendais, a fait une présentation théorique, merci. Et du coup, dans la pratique, sur le terrain, je vois que Olivier, il y avait une envie d'aller plus loin dans ma question. Du coup, il faut y aller. Donc, sur le terrain, c'est quoi aujourd'hui? Concrètement, comment ça se met en place, cette relation avec l'employeur, l'employé et la structure? Pour rebondir sur ce que vous disiez, quel est le rôle effectivement du mandataire? Nous, on signe un mandat avec le particulier employeur pour l'aider, pour l'accompagner, et on signe aussi un mandat de placement avec l'auxiliaire de vie. Alors si je viens sur cet accompagnement,
il est fondamental. Il est le cœur même du rôle de l'acteur d'aide à domicile en mode mandataire. Pour nous, c'est beaucoup de personnes. Hein, c'est 600 personnes qui sont au service des particuliers employeurs et des auxiliaires de vie. Ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Bien sûr, leur première étape, c'est la sélection de l'auxiliaire de vie. C'est pour ça que le particulier employeur nous mandate. C'est pour trouver la perle rare. Ça, c'est la première étape, de lui présenter, de s'assurer effectivement qu'elle convient au particulier employeur et que de l'autre côté, l'auxiliaire de vie est prête à travailler, à prendre cette mission. Il y a une réciprocité qui est fondamentale. Et puis après, on va accompagner le particulier employeur dans toutes les étapes sur ses responsabilités. C'est bien le particulier employeur qui porte cette responsabilité d'employeur, mais nous allons effectivement l'accompagner pour éviter tout litige, toute problématique avec son salarié. C'est intéressant de voir dans les 14 années de vie, avec les dizaines de milliers de personnes qui ont été prises en charge, on a eu un prud'homme perdu, un seul, en pleine crise Covid, où effectivement, notre équipe a fait une erreur. Mais il faut dire qu'on était à distance, c'était la première semaine du confinement. Voilà. Donc on est assez fiers de ça parce que c'est l'illustration de notre rôle de sécuriser cette relation entre la personne âgée et l'auxiliaire de vie. Alors, un point aussi qu'il faut avoir bien en tête, c'est bien sûr que le particulier employeur assume cette responsabilité. Donc on a, nous, des obligations dans notre agrément de ne pas signer avec une personne qui ne serait pas en état de signer et de s'engager. Voilà. Ça, c'est un point important. Et puis si demain, l'état de la personne âgée se dégrade, bien nous avons la désignation d'un référent familial qui souvent est le fils ou la fille ou la nièce ou la cousine et qui, en cas effectivement de difficultés, de perte cognitive, va être notre interlocuteur pour poursuivre ou arrêter la relation. Voilà. Ça, c'est aussi un point sur lequel je voulais insister. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement. Alors, cet accompagnement, il va plus loin. Dans nos process à nous, on a un point avec le particulier employeur et l'auxiliaire de vie et sa famille tous les mois. Donc, c'est pas une fois pour toutes au départ et puis après, on s'en lave les mains. C'est régulièrement. C'est bien sûr au moment de la rupture du contrat. C'est aussi une astreinte 24 heures sur 24 que nous avons en soutien des auxiliaires de vie. Et ça, voilà, on est confronté à ces situations, mais aussi le remplacement, parce qu'on est peut-être sur la même auxiliaire de vie, mais cette auxiliaire de vie, elle a le droit de partir en vacances, et on la pousse à partir en vacances. Elle a le droit d'être malade, et on doit absolument assurer ce remplacement. Voilà. Donc ce sont toutes les tâches qui sont réalisées par un mandataire et qui va sécuriser le quotidien de la personne âgée qui fait ce choix. C'est un choix. Alors c'est pour ça que je disais aussi, c'est un autre métier. Moi, je le vois parce que j'ai une autre activité donc de colocation en ruralité où on fonctionne avec une aide à domicile en mode prestataire. Donc je vois bien la différence. C'est vraiment un choix du particulier employeur. La personne âgée et sa famille font ce choix du particulier employeur. On doit leur laisser ce choix. Même chose pour les auxiliaires de vie. C'est un choix d'être salarié du particulier employeur. Ce n'est pas la même chose que d'être salarié en mode prestataire. Vous avez un certain niveau de risque que vous devez assumer effectivement de perte de votre contrat de travail. Derrière, bien sûr, on va vous redonner des missions, mais on fonctionne par mission. On n'est pas salarié une fois pour toutes. Voilà. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. C'est vraiment pas la même chose. On n'a pas les mêmes relations avec notre particulier employeur, enfin notre client, et avec l'auxiliaire de vie. Merci. Du coup, côté Acidum, donc petit-fils 14 ans, on va sortir quelques structures un petit peu plus anciennes. Donc, Acidum, c'est une structure qui existe depuis, qui existait ou existe? Qui existait, ouais, qui existe toujours sous un autre nom, depuis 30 ans, bientôt. Depuis 30 ans. Oui. Okay. Alors, tu as dit Acidum, mais en fait, aujourd'hui, c'est un jour historique pour la marque parce que du coup, on change en fait de nom de marque aujourd'hui et Acidum devient les bienveillants. Donc, on se base réellement sur 30 années d'expertise et d'expérience
sur le mode mandataire, parce que c'est la spécialité de la maison. On a commencé à proposer un accompagnement en mode mandataire dès la création de l'entreprise en 93. Et aujourd'hui, en fait, ce changement de nom de marque, ces démarches de développement, etc., ce n'est que le reflet d'un besoin qui est réel, hein, comme l'a expliqué Madame Piton. En fait, c'est réellement un besoin. Je rejoins ce qu'a dit Monsieur Le Boucher. C'est un besoin qui est exprimé. Nous, en tout cas, de notre côté, on a bien des clients qui viennent nous voir et qui font le choix et qui expriment la volonté ou le besoin de passer par le mode mandataire. Et nous avons également des auxiliaires de vie qui choisissent de travailler exclusivement en mode mandataire. Alors, pareil, hein, pour le mandataire et le prestataire, il y a bien des avantages et des limites pour chaque mode d'intervention. Mais pour moi, le mode mandataire, c'est réellement une possibilité, une option en plus qu'il faut garder à disposition et une expertise qu'il faut enrichir, continuer à enrichir pour pouvoir proposer ça aux particuliers employeurs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les Bienveillants, c'est une filiale du groupe WeCare, et le groupe WeCare, qui est leader des services à la personne en France actuellement, les services à domicile, a fait le choix en fait d'intégrer cette entreprise à partir de 2018 pour essayer réellement l'objectif était double: renforcer l'accompagnement des personnes en situation de dépendance. On travaille exclusivement auprès de personnes âgées, personnes en situation de handicap, mais également en fait enrichir son expertise sur le mode mandataire. Avec une philosophie claire ou une logique claire, on ne gère pas le mandataire de la même manière quand on s'adresse à un public fragile, entre guillemets, des personnes dépendantes ou des personnes en situation de handicap, qu'un mandataire pour de la garde d'enfants ou un mandataire pour des cours de soutien scolaire à domicile. Donc on travaille au quotidien pour apporter en fait des spécificités à ce mode mandataire qui est destiné aux personnes en situation de dépendance. Et aujourd'hui, moi je suis persuadée que c'est une responsabilité, même si oui, l'organisme mandataire ne porte pas le statut d'employeur pour l'auxiliaire de vie, mais on porte quand même une très grande responsabilité pour moi, parce qu'on a un devoir d'accompagnement et d'information par rapport au cadre nécessaire et optimal que un particulier employeur peut fournir, entre guillemets, à son auxiliaire de vie salarié pour que l'accompagnement soit satisfaisant pour les deux parties. Parce que c'est un échange, c'est une relation contractuelle qui généralement dure des années, en moyenne 7 ans. Voilà. Donc en fait, c'est réellement un partenariat, entre guillemets, qui s'installe entre ce couple, particulier employeur-salarié, et l'organisme mandataire qui va en fait apporter son expertise et apporter des informations nécessaires aux deux parties. Merci pour cette présentation. J'ai lu quelque part aussi que la fédération à laquelle WeCare du coup appartient avait créé aussi une commission. Donc la fédération, c'est la FEDESAP. Donc c'est aussi il y a une réelle prise en compte de la spécificité au niveau des structures. J'ai entendu au niveau de WeCare, comme de Petit-Fils, mais du coup aussi au niveau en fédération mandataire forcément, hein, mais aussi au niveau des fédérations plus transverses comme la FEDESAP. Oui. Donc, au sein de la FEDESAP, il y a eu, depuis le début de cette année, depuis 2022, la création d'une commission mandataire, donc, qui est présidée par Fabrice Viguier, qui est chargé de projet auprès de la direction générale du groupe WeCare et qui chapeaute deux marques qui fonctionnent en mandataire également. Et en fait, cette commission, c'est réellement une instance d'intelligence collective, on va dire. C'est un endroit où il y a du coup différents professionnels qui discutent, qui essayent de représenter différents métiers du service à la personne, qui discutent, on partage nos pratiques, nos bonnes pratiques, nos exigences, etc. On discute autour du mandataire de demain, entre guillemets. On essaye en fait de réellement imaginer, entre guillemets, la manière la plus optimale d'accompagner nos différents publics.
pour essayer derrière de peut-être apporter une expertise ou formaliser une sorte de charte ou un référentiel en fait pour qu'une personne qui soit motivée par ce secteur ou qui a une volonté de développer notamment une structure en mandataire puisse avoir en fait un socle ou une base des exigences de qualité, de suivi, d'accompagnement qu'elle peut mettre en place pour accompagner les différents publics. Donc, Olivier, côté FESP, cette intelligence collective, elle existe aussi parce que vous êtes adhérent à la FESP. Il y a ce même type de collège aussi autour de l'activité mandataire? Oui, sur les deux autres syndicats, le syndicat de domicile, mais surtout la FESP, effectivement, on a historiquement une commission mandataire. Oui. Il y a à la fois la FESP, c'est effectivement c'est un syndicat à la fois pour le mode prestataire, le mode mandataire, mais on a effectivement des personnes qui sont dédiées à ce métier et qui travaillent ensemble, bien entendu. D'accord. Ok, merci. Il reste une personne que je n'ai pas interrogée. Du coup, c'est Patricia. Du coup, vous êtes de l'ACOS. Pour le grand public, alors je peux faire peut-être un sondage rapide, mais à mon avis, qui est-ce qui connaît l'ACOS? Ah bah bravo, franchement, au moins. Du coup, vous avez au moins tout le public à convaincre. Et du coup, est-ce que vous pouvez commencer par expliquer ce que c'est que l'ACOS, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'ACOS, ça reste un petit peu mystérieux comme acronyme, mais c'est pour ça que maintenant, nous nous appelons URSAF Caisse Nationale. Donc je pense qu'URSAF, il y a un petit peu plus de monde qui connaît. Alors l'URSAF, c'est un réseau de 27 organismes répartis sur le territoire métropolitain et dans les territoires ultramarins. Donc près de 14 000 collaborateurs et notre mission première, c'est de financer la protection sociale. Donc nous recouvrons plus de 500 milliards de cotisations. Et quand vous êtes malade, si vous êtes à la retraite, si vous avez des enfants, si vous êtes au chômage, vous touchez des prestations et elles sont financées donc, par le biais de ce recouvrement. Et au-delà de la seule sécurité sociale, nous avons aussi le chômage, nous finançons aussi des actions de formation. Nous finançons les transports. Voilà, nous avons un nombre de bénéficiaires pour lesquels nous recouvrons très très élevé. Et nous sommes un acteur également de la vie économique. Alors nos usagers, ça va de la très grande entreprise de plusieurs milliers de salariés jusqu'aux micro-entrepreneurs. Et dans ce spectre, on retrouve aussi les particuliers. Donc pour recouvrer tout cet argent, ces sommes énormes, bien entendu, notre mission, c'est aussi d'expliquer à quoi servent les cotisations, d'accompagner nos usagers en période de difficulté. Et pour donner qu'un seul exemple, pendant le Covid, nous avons mis en place pour les salariés des particuliers employeurs une indemnité exceptionnelle d'interruption d'activité. Donc on a mis en place dans un temps assez record et ça a permis à des salariés qui se seraient retrouvés sans ressources de continuer à bénéficier de l'équivalent d'un salaire. Donc ça a été un vrai accompagnement de nos usagers. Et autre mission aussi très importante, c'est qu'avec le travail déclaré, bien entendu, le salarié a des droits sociaux. Et c'est très important de les faire respecter. Et ça fait partie également de la mission des URSAF. Alors si on cible peut-être plus particulièrement maintenant sur les particuliers, donc nous on intervient finalement après vous, par la collecte des déclarations sociales qui peuvent être faites et l'encaissement des cotisations. Et là, nous avons là encore un spectre assez divers de ces déclarations, puisque nous avons des offres simplifiées pour les parents et les particuliers employeurs qui font le choix de recourir eux-mêmes directement à un salarié à domicile. Donc je pense que vous avez entendu parler des offres CESU et Page Emploi. Donc là, c'est vraiment le particulier qui emploie et qui déclare directement son salarié. Nous avons près de 2 millions de particuliers qui déclarent chaque mois dans ces dispositifs, pour environ 1 million de salariés, donc c'est des volumétries importantes. Et bien entendu, ensuite, on réceptionne les déclarations faites par les mandataires lorsqu'ils les font. Et qui le font pas. Quand ils ne le font pas, c'est l'employeur qui le fait. Ne nous méprenons pas sur ce que je viens de dire. Et les déclarations aussi faites par les prestataires. Voilà, donc on travaille, nous, avec la totalité du secteur service à la personne, qui est un secteur qui a quand même beaucoup évolué aussi ces dernières années avec la nouvelle économie, avec des plateformes de mise en relation sur Internet. Voilà, donc nous, on dialogue avec tout le monde. On peut être amené aussi à adapter nos services pour travailler encore mieux, voire à en créer de nouveaux. Voilà, donc c'est une action de fond permanente. Et c'est vrai que depuis la mise en place du prélèvement à la source,
c'est un secteur, en tout cas côté déclaration, qui a connu énormément de changements et des changements qui vraiment s'accélèrent sur ces dernières années, donc depuis 2020, puisque le prélèvement à la source pour les salariés de particuliers, c'était 1er janvier 2020. Donc voilà rapidement pour cadrer le paysage. Donc on a parlé de prélèvement à la source, ça c'était avant. Il y a d'autres actualités. On entend parler de AICI, C2I, AIVM, je sais plus, des acronymes. Du coup, on va parler d'actualité aujourd'hui sur le service à la personne, un petit peu partout. Nous, en tant qu'éditeurs, on entend parler de l'avance immédiate. Du coup, vous êtes aussi concernés, avec une petite particularité quand même, c'est que vous avez un rôle important du coup dans l'avance immédiate, qui est une avancée forte pour le service à la personne. Mais du coup, est-ce que vous pouvez en toucher quelques mots pour expliquer du coup aussi au public ce que c'est que cette avance immédiate? Alors l'avance immédiate, pendant longtemps, ça a été une idée, ça a été une idée simple, c'était de dire mais pourquoi est-ce que je suis obligé d'attendre plusieurs mois avant de toucher mon crédit d'impôt, puisque le service à la personne, le fait d'avoir recours à un salarié ou un intervenant à domicile donne droit à du crédit d'impôt, finalement, pourquoi ne pas en bénéficier tout de suite, finalement, qui est un peu le pendant du prélèvement à la source pour l'impôt. Alors nous l'avons mis en place après beaucoup de travail au mois de janvier de cette année. Ça a été compliqué à mettre en place parce que justement le secteur est très varié et en tant que service public, notre mission c'était de mettre en place ce nouveau service de la manière la plus neutre possible aussi par rapport à tous les modes d'exercice de l'emploi à domicile. Alors comme c'est un secteur donc très divers, on n'a pas pu tout faire en même temps, donc on a une mise en place qui se fait de manière progressive. Donc la mise en place est faite après une période d'expérimentation qui a été importante pour mettre au point le dispositif. Donc l'idée c'est que lorsque vous avez un intervenant à domicile, que vous soyez l'employeur ou pas, vous ne payez que 50% des sommes dues, le reste étant pris en charge au titre du crédit d'impôt. Donc l'URSSAF est l'acteur pivot qui gère ce dispositif, donc en lien avec le secteur. Donc ça a été mis en place en janvier 2022 pour les personnes qui ne bénéficient pas d'autres aides sociales. Donc on appelle ça les prestations de confort avec quelques guillemets. Voilà, donc vous êtes prélevé de 50% des sommes qui sont dues. On a ouvert à la garde d'enfants de plus de 6 ans au mois de septembre. Et donc on continue à travailler pour intégrer dans les années qui arrivent les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation prestation autonomie ou de la prestation compensatoire du handicap, donc en nom de code APA-PCH. Et on va élargir aussi à la garde d'enfants de moins de 6 ans. Donc on est obligé d'y aller progressivement pour bien sécuriser chaque étape, voilà, qu'il n'y ait aucune difficulté dans les mises en place de processus. Et donc le nom officiel, c'est bien avance immédiate de crédit d'impôt. Mais avance immédiate. Voilà. Avance immédiate, ok, merci. Et juste pour dire quelques mots, quand même pour dire que cette offre, elle a été vraiment co-construite avec le secteur. Donc on a eu aussi des ateliers d'intelligence collective avec les éditeurs, avec des mandataires, avec des prestataires, avec le secteur public également, pour arriver à bâtir cette solution. Donc et avec la DGFiP aussi, que je ne voudrais pas oublier, parce que bon, on est quand même sur l'impôt. Les 50%, ils viennent de quelque part, donc il ne faut pas les oublier. Du coup, on est bien d'accord, c'est prestataire, enfin, c'est valable pour le prestataire et le mandataire. Oui, bien sûr. C'était quelque chose qui était prévu dès le départ, vraiment qu'on traite tous les modes de recours à domicile, donc prestataire, mandataire et emploi direct via nos offres simplifiées. Ok, étape par étape et typologie par typologie. Okay. Tout à fait. Vous avez parlé des éditeurs, j'ai un représentant à mes côtés. Donc Sébastien, du coup tu es chez ArchMC2, qui est éditeur. Et aussi, donc je reprenais 14 ans, 30 ans, il faut mettre des durées. Donc ça fait combien de temps que tu officies dans l'activité mandataire? Moi, ça fait 22 ans que je travaille chez ArchMC2. ArchMC2, du coup, a lancé la solution mandataire depuis plus de 30 ans. Enfin, ça fait déjà... Donc on les a les 30 ans, c'est bon. Les 30 ans, je ne sais pas si Acidum était implanté dès le départ. Mais... Acidum utilise les solutions ArchMC2 depuis 2005. 2005, ok. Forte expertise, parce que dans l'équipe, plus de 22 ans d'expertise autour du mandataire, donc ça commence à faire. Et puis on est bien implanté. Enfin, je pense qu'on est plutôt un partenaire de confiance vis-à-vis de tous les professionnels autour du service à la personne.
Donc, on était historiquement implanté autour du milieu associatif. Et ensuite, on a enchaîné sur les structures privées. Là, en ce moment, on travaille un peu plus avec les structures de cours à domicile. Donc, on est implanté là-dessus. En termes de volumétrie de clients, aujourd'hui, on accompagne à peu près 700 structures mandataires. On travaille énormément. Alors, moi, je suis ravi de voir tout le monde autour de la table aujourd'hui parce que c'est un travail titanesque en termes de réglementation législative. Enfin, il faut absolument qu'on puisse accompagner nos clients comme il le faut et puis que nos clients puissent respecter la législation. Donc, on travaille principalement avec Fédération Mandataire. Là, j'entends la FES fait des sables, donc c'est top parce qu'on va pouvoir continuer à faire de beaux ateliers de travail pour la suite. On parlait du mandataire de demain, mais ça va être vraiment ça. Ça va être le gros enjeu à venir. On a un maillon important en tant qu'éditeur. En fait, on va bien au-delà de notre rôle d'éditeur, parce qu'aujourd'hui, on apporte notre expertise mandataire autour de toutes les autres équipes. On essaye aussi d'être force de proposition, parce que le marché évolue énormément. Les outils informatiques évoluent aussi énormément. Encore pour peu, là, on a des changements autour des attestations fin de contrat avec Net Entreprise et le canal NKDS qui doit fermer incessamment sous peu. Donc là, on a fait avec Fédération Mandataire, on a pas mal travaillé pour essayer de pousser la date. Donc officiellement, on sait que la date sera au 1er février 2023. Donc 1er février 2023, le canal NKDS va disparaître, donc au profit d'une édition papier. Le temps que l'ACOS, on parlait de l'ACOS, Page Emploi puisse fournir un service autour de la dématérialisation des déclarations fin de contrat, donc avec le CESU. C'est fait sur Page Emploi, mais c'est pas encore fait sur le CESU. Donc ça, ouais, nos clients et nous forcément, on attend ça fortement. C'est hyper important. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que je voulais dire Non, mais les ateliers, pour moi, ça va être hyper important qu'on puisse continuer de travailler parce que nos clients, aujourd'hui, ils sont un peu trop préoccupés sur les outils informatiques alors qu'ils devraient un peu plus se recentrer sur leur cœur de métier réel. Donc ça va être hyper important pour le futur. Donc là, c'est vraiment notre rôle à tous de pouvoir réfléchir ensemble aux mandataires de demain, c'est vraiment ça. Et puis les outils autour du CESU, quoi. Olivier, parce que je vois d'ici, j'ai quand même la chance de voir les personnes. Vous avez pris plein de petites notes, donc c'est forcément que vous avez envie de réagir à quelques petites propos qui ont été tenus, j'imagine. Sinon, on n'est pas sur une table ronde. Ouais. Non, mais peut-être réagir sur effectivement l'avance immédiate, parce que c'est effectivement quelque chose de très positif pour nos clients, bien entendu. C'était fondamental et ça a été vraiment un travail, vous le soulignez, un travail de collaboration avec les fédérations et avec un certain nombre d'entreprises ou d'associations qui ont testé avant de le mettre en œuvre. Donc voilà, c'est vraiment, j'allais dire, un projet essentiel. Alors effectivement, c'est un projet qui, pour l'instant, ne concerne pas un certain nombre de mes clients qui ont effectivement l'APA, puisque ça ne concerne que les gens qui n'ont pas l'APA. Et pour les clients qui n'ont pas l'APA, on a effectivement... tout n'est pas encore rodé, on a encore quelques difficultés. Alors, c'est juste pour vous... C'est intéressant parce que quand je regarde mes autres confrères de la FESP qui sont plutôt dans le soutien scolaire, avec des clients qui sont très jeunes, vous pouvez l'imaginer en général, ou sur le ménage, effectivement, on n'est pas dans les mêmes problématiques que l'aide à domicile. Pourquoi ? Parce que nous, nos particuliers employeurs, ils ont moyenne d'âge 84 ans, certains sont des centenaires, et donc l'identifiant pour l'avance immédiate, c'est lié à la date de naissance de la commune d'origine. Et pour nos clients qui sont nés en Algérie, pour nos clients qui sont nés dans le 94, pour nos clients qui sont nés dans une petite commune qui a été fusionnée avec d'autres communes, ça a été quand même le grand sport de la France depuis quelques années, et je pense que c'est bien, eh bien on a du mal effectivement à faire ce pont. Et donc c'est pour ça qu'à ce jour, en tout cas, nous n'avons que 10% de nos clients qui pourraient effectivement bénéficier
de l'avance immédiate qui le sont. Bon, alors après, on est très optimiste parce que c'était en train de bouger. Mais voilà, il y a quand même une mise en œuvre qui n'est pas si simple que ça sur les sujets de passerelle, etc. et de vérification. Voilà, donc ça c'est ma première réaction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie demande, bien entendu, de nos clients. Hein, parce que derrière, surtout quand vous avez quelquefois du mal à vous projeter à 2 années pour recevoir votre crédit d'impôt. Et derrière, vous allez faire des choix en termes d'accompagnement qui vont être liés aussi à la capacité de recevoir immédiatement votre crédit d'impôt. L'autre petit sujet, alors qui est un peu un sujet d'alerte pour nous, les mandataires, c'est effectivement la démarche ASAP-CESU, cette évolution qui clairement nous fait peur. Pourquoi ? Parce que le CESU, il a été construit autour du particulier employeur et pas dans notre rôle de mandataire à nous. Donc ça, c'est quand même un sujet réel sur lequel il faut qu'on travaille ensemble, parce qu'en l'état, on ne sait pas mettre en place effectivement la démarche CESU. Il y a eu des tests qui ont été faits dans l'outre-mer, ça fonctionne très très mal. Donc ça, c'est un sujet intéressant. Autrement, on est obligé de tout ressaisir manuellement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas très intéressant, mais il y a des vrais sujets de fond, alors qui sont vraiment liés au choix de dire on fait quelque chose pour le particulier employeur, mais le mode mandataire qui est là pour soutenir son particulier employeur et qui simplifie toutes les démarches, il se trouve un peu sorti de cette démarche. Donc ça pose vraiment des problèmes pour nous. Voilà ce que je voulais souligner. Donc, Alors, en fait, oui, Audrey, en réaction, en pas- complément. Vous entendez là ? Ah ouais. Je ne vais pas synthétiser, mais aujourd'hui, en fait, on a un secteur qui est le secteur de l'emploi à domicile où il y a 2 modes d'intervention qui sont l'emploi direct et le mandataire. L'emploi direct, comme l'a dit Monsieur Le Boucher, c'est le volet CESU. Et aujourd'hui, on a en effet l'avance immédiate de crédit d'impôt sur le volet emploi direct. Il y a en fait une déclinaison en fait, de l'avance immédiate du crédit d'impôt sur les autres modes d'intervention, que sont mandataires et prestataires, qui de facto prennent un peu plus de temps, parce que, comme l'a dit Monsieur Le Boucher, le CESU est structuré autour du particulier employeur. Aujourd'hui, la retraite moyenne en France, on va dire, c'est 1 500 €. Quand vous avez 2 fois 2 heures d'accompagnement par semaine, vous avez un coût, on va dire, à la fin du mois de 500 € sur une petite retraite de 1 500. C'est bien d'avoir 250 € qui arrivent à la fin de chaque mois. Donc en fait, l'avance immédiate de crédit d'impôt, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est la priorité des prochaines années et notamment de l'année 2023 pour l'étendre. Après, il y a un autre sujet, parce qu'on va arriver à la fin, qui est que aujourd'hui, la structure mandataire, c'est un organisme agréé de service à la personne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, vous allez dans une structure. Aujourd'hui, il faut demander si elle est prestataire ou mandataire. Parce que, comme ça a été dit, les structures sont à la fois mandataires pour certaines et prestataires. En tant que particulier employeur ou en tant que salarié, ça a été dit, mais le sujet, c'est que si vous êtes particulier employeur et que vous recourez à une structure mandataire, vous conservez la responsabilité employeur. Donc, à un moment, la structure mandataire vous accompagne, vous signez un contrat de mandat avec lui. À vous, particulier employeur, de vérifier que le contrat de mandat et les pratiques de la structure mandataire sont favorables et appliquent la convention collective. Salarié, en recourant à une structure mandataire, ça vous permet de trouver facilement des particuliers employeurs, de pouvoir accéder à la formation professionnelle, et puis en cas éventuellement, comme l'a dit Monsieur Le Boucher, de particuliers employeurs qui ne seraient plus en capacité d'eux, ça vous fait un relais, notamment sur la logique avec un aidant familial ou un tiers. Aujourd'hui, l'avance immédiate de crédit d'impôt et l'activité mandataire, elle est en train de, peut-être pas de reconfigurer, mais de reprendre une place sur ce volet, champ des services à la personne. Il y a un autre sujet qui était important et que j'ai oublié, mais ça va revenir. Mais potentiellement, sur ce sujet avance immédiate de crédit d'impôt, ça va aussi modifier le modèle, dans le sens où aujourd'hui, et vous avez peut-être, en fait, c'est important de comprendre ça, c'est aujourd'hui, le mandataire, il fait le bulletin de paye de la salariée, le particulier employeur paye le salaire et la structure mandataire donne une facture de frais de gestion. Vous voyez bien que aujourd'hui, en termes de consommateurs, un particulier employeur qui reçoit et qui doit suivre 3 virements, c'est pas toujours simple. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, on va avoir un modèle mandataire qui va évoluer parce que le particulier employeur est identifié par le CESU. Et donc, on va aller sur une structure mandataire qui va plus forcément éditer les bulletins de salaire, mais qui va vraiment être positionnée sur le renseignement sur la convention collective, la mise en relation, l'accompagnement du salarié. Il y a tout intérêt aujourd'hui à aller sur ce mode d'intervention pour
avoir une relation avec un salarié qui vient régulièrement à votre domicile et dans un cadre qui soit respectueux de la convention collective. Mais indéniablement, aujourd'hui, vous avez sur le marché un ensemble de pratiques et un ensemble de structures mandataires qui devraient certainement peut-être s'homogénéiser en fait, du fait de l'avance immédiate de crédit d'impôt en termes de pratiques. Donc voilà, les structures mandataires, elles sont présentes sur les territoires. Quand vous allez voir une structure agréée de service à la personne, il y a prestataire et mandataire, c'est à vous de dire et d'analyser la pratique du mandataire. Et dans ce cadre-là, il y a notamment le secteur de l'emploi à domicile qui a mis en place un label qui s'appelle le label Qualimandat, qui est donné, entre guillemets, et c'est un label, donc les structures, elles doivent attester qu'elles respectent bien la convention collective, et le cas échéant, elles obtiennent le label Qualimandat. Aujourd'hui, l'objectif, c'est en fait de mettre en visibilité l'activité mandataire voilà, sur les territoires et à proximité à travers ce label-là. Mais voilà, en tant que partie prenante, que ce soit particulier, employeur ou salarié, si vous allez sur une structure mandataire, vous lisez les documents, et puis voilà, il faut voir les relations que chacun peut avoir en fait. C'est vraiment différent de l'activité prestataire, mais c'est très bénéfique. Voilà le sujet. Et complémentaire, du coup. Et complémentaire, je dirais. Et complémentaire, en fait. Mais vraiment, si en fait vous êtes un client, vous ne voulez pas avoir de responsabilité employeur, ben, en fait, il y a l'activité prestataire qui existe. Et si à un moment, vous concevez d'avoir une activité d'employeur parce que vous voulez toujours que ce soit la même salariée, vous voulez qu'elle intervienne aux mêmes horaires, vous voulez choisir, mais le modèle mandataire ou l'emploi direct sont aujourd'hui les modes qui existent. Aujourd'hui, il y a suffisamment de demandes pour qu'aujourd'hui, il y ait une complémentarité de l'ensemble des modes. Aujourd'hui, sur l'activité mandataire, il y a différentes pratiques. Sur le secteur de l'emploi à domicile, on se mobilise sur une logique de labellisation avec le label Qualimandat. Il y a d'autres acteurs, enfin, les autres fédérations travaillent aussi sur l'activité mandataire. Tous les modes sont complémentaires. Après, c'est aux clients, entre guillemets, de choisir et aux salariés aussi, en fait. Ouda, je vous ai piqué le mot complémentaire, mais allez-y, vous pouvez compléter après complémentaire, il y avait autre chose à dire. Exactement. Pour compléter un petit peu, pour revenir sur le mot complémentaire, en fait, oui, c'est la responsabilité ou un point de vigilance de la part du particulier employeur d'aller creuser un petit peu le cadre d'intervention ou ce que propose un acteur mandataire. Mais je pense que la première responsabilité, c'est à l'acteur mandataire d'être très transparent et très clair en fait sur son discours, la présentation de son offre, etc. Parce que oui, pour moi, en fait, il y avait, je pense, depuis des années, toujours tendance un petit peu à opposer le prestataire au mandataire, à dire ce mode-là est mieux, est meilleur que l'autre, etc. Alors que pour moi, on se trompe un petit peu de débat ou de combat, si j'ose utiliser ce terme, parce que pour moi, en fait, c'est une complémentarité, c'est une possibilité d'offrir ça à un futur client. Il y a ce nombre de possibilités et le client doit faire un choix éclairé sur la base des différentes explications. Je pense que si on doit mettre en place une opposition ou mener un combat, toujours entre guillemets, c'est l'opposition entre l'accompagnement cadré, donc que ce soit en mandataire, en prestataire ou autre, contre l'accompagnement qui est non cadré aujourd'hui, parce qu'on a parlé de la réalité de notre secteur, mais une des réalités de notre secteur, c'est le travail au noir. Et aujourd'hui, le mode mandataire ou le passage en direct, etc., c'est quand même une manière de cadrer tous ces aspects un petit peu obscurs, entre guillemets, ou non contrôlés de notre secteur. Donc, pour moi, pour reprendre un petit peu le thème de cette conférence, le mode mandataire, il a totalement sa place aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réalité. On a des personnes qui viennent nous voir pour demander le mode mandataire pour assurer leur accompagnement à domicile. Donc après, à nous, organismes et structures opérant en mode mandataire, d'aller chercher en fait cette qualité d'accompagnement qu'on a envie de mettre en place, d'aller peut-être au-delà de ce que juste le cahier des charges ou la réglementation nous demande, pour aller réellement fournir un service de qualité qui répond à de vraies exigences dans un secteur de service. Olivier, je ne sais pas si c'est le terme complémentaire qui vous a donné envie de réagir, mais j'ai senti qu'il y avait pas du tout. Le micro. J'ai beaucoup aimé de faire attention quand on franchit la porte effectivement d'un mandataire ou d'un prestataire et de bien savoir ce qu'on fait. Évidemment, il y a la partie de la responsabilité, mais il y a aussi un autre sujet qui est à ce moment-là lié dans les mains de l'État, c'est l'accompagnement par l'État au travers de l'aide
à la perte d'autonomie. Et ça, c'est quand même, là, c'est un sujet, c'est un vrai scandale pour moi. C'est-à-dire que quand vous choisissez, et vous, en tant que particulier employeur, vous choisissez le mode mandataire pour les raisons qui sont les vôtres, bah, vous ne serez pas aidé de la même manière par l'État. Hein, et l'heure d'aide de l'État en mode prestataire va passer à 23 € à partir du 1er janvier. Et au niveau du mode mandataire, vous n'avez pas de tarif socle partout, dans tous les départements. Vous avez un tarif moyen. Alors nous, on l'a calculé, il est autour de 14 €. Donc vous voyez, comment vous expliquez cette différence entre 14 et 23 €? Voilà, comment vous expliquez une telle différence alors que vous faites, vous, ce choix, particulier employeur, famille, de passer par, effectivement, le mode mandataire. Donc c'est clairement un obstacle au choix et à la liberté de choix du client. Et puis alors, si vous habitez Brest, c'est effectivement le pompon, c'est le cas de le dire, et sans jeu de mots, parce que là, c'est 11 €. Donc vous avez la différence entre 11 € et 23 €, juste parce que vous choisissez, vous avez franchi la mauvaise porte, et vous êtes en mode mandataire. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on porte. On est plusieurs fédérations à porter ce combat auprès de l'État pour qu'on ait effectivement notre objectif, c'est pas de demander l'harmonisation, mais une revalorisation très claire. On ne peut pas rester à 14 € quand le mode prestataire augmente. Parce que derrière, qui sont les victimes collatérales? Ce sont bien sûr les auxiliaires de vie. Parce que derrière, ça veut dire que si le particulier n'est pas suffisamment aidé, derrière, il ne peut pas revaloriser son auxiliaire de vie. Et donc, ça pose effectivement un problème dans la revalorisation des auxiliaires de vie. C'est vraiment un sujet. En tout cas, nous, on attend clairement le ministre des Solidarités et de l'Autonomie dans le futur PLFSS, donc pas celui-là qui est raté, mais celui d'après, pour avoir vraiment une prise en compte de cette demande qui est importante, à la fois pour le mode mandataire et pour le gré à gré. Merci pour cette précision qui vient compléter l'approche globale autour du mandataire. Je vous propose qu'on se garde quelques minutes là pour faire un tour dans la salle, voir s'il y a des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez il y a un micro. Super, merci. Monsieur, vous pouvez le relever la main? Oui, pour qu'on vous donne le micro. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc j'ai quelques observations et une question. Donc il y a des observations qui viennent d'être faites. L'APA, prestataire mandataire, elles sont sans commune mesure. On est presque à parler de discrimination à ce niveau-là. On peut même dire la même chose dans une moindre mesure au niveau de la PCH. On a également parlé des mandataires complets et des mandataires qui ne facturent qu'une prestation de conseil, on va dire. Là, je crois qu'il y a un amalgame qui est fait au niveau des pouvoirs publics, qui ont peut-être trop tendance à considérer que les mandataires sont des mandataires qui ne font que du conseil, qui facturent une prestation de conseil, alors que la majorité, je crois, des mandataires aujourd'hui facturent une prestation complète, c'est-à-dire que dans le tarif vendu à la famille, au client, il y a l'intégralité des coûts, y compris le salaire de l'intervenant, les cotisations, etc. Et je rebondis sur d'autres observations. Moi, on m'a souvent dit, des gens dans les conseils départementaux m'ont dit, mais comment pouvez-vous faire supporter la responsabilité d'employeur des personnes en perte d'autonomie? Alors qu'on sait très bien que c'est faux. La plupart des personnes qui sont vraiment en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, confient ce genre de responsabilité à leurs parents ou à leurs enfants. Donc, il y a d'autres observations. J'ai appris que ASAP, notre logiciel qui permet de déclarer les cotisations à l'URSSAF, n'était plus maintenu depuis presque 8 ans, qu'on le prolongeait, il était, on va dire, en sursis. Donc, en fait, la question par rapport à ça, c'est, et je crois que ça répond, enfin, on est bien dans l'objet de la réunion, c'est dans quelle mesure les pouvoirs publics ont envie, ont l'intention de continuer à faire vivre le système mandataire. Ou n'y a-t-il pas, quelque part, une volonté cachée de le faire disparaître, je pense par méconnaissance du système mandataire dans son fonctionnement aujourd'hui. Le système mandataire complet est finalement extrêmement proche d'un système prestataire dans la prestation qu'il offre aux clients. Et donc la question, elle est, qu'est-ce que nous on fait ensemble? Quels sont nos leviers que l'on peut mettre en place pour faire vivre et développer les mandataires et pour qu'ils soient reconnus
comme un vrai acteur de terrain et pas comme le parent pauvre à qui on donne un petit bout d'APA alors que les autres en prestataire sont à 23 €. Je voudrais répondre par rapport à ASAP. Alors d'abord, je ne vais pas parler au nom des pouvoirs publics, puisque moi je ne représente que la Caisse nationale des URSSAF, donc je ne suis pas décideur en matière de gestion du paysage du secteur du service à la personne, mandataire presté, mandataire simple ou prestataire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais juste répondre par rapport à ASAP. Donc ASAP est une offre qui n'a pas réellement de fondement légal. Et ça fait plusieurs années qu'au niveau de la Caisse nationale des URSSAF, on envisage sa disparition. Donc, comme on n'a pas trouvé de moyen de le remplacer efficace, pour l'instant, ASAP est toujours là. On le fait évoluer, on fait des maintenances, mais c'est vrai qu'on fait des maintenances réglementaires uniquement. On ne va pas s'engager à des traitements lourds pour faire évoluer ASAP. Par contre, vous savez qu'aujourd'hui, la règle en matière de déclaration sociale, c'est la DSN. Et ASAP n'est pas au format de la DSN. ASAP donne des agrégats de salaire dans lesquels on a du mal à s'y retrouver. Et oui, il va y avoir une fin de ASAP. Elle est envisagée à horizon 2026 au plus tard. Donc on travaillera avec vous pour trouver un autre mode déclaratif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des petits mandataires, et depuis déjà un certain temps déjà, sont dans le CESU. La mise en place du prélèvement à la source a accéléré le passage de petits mandataires au CESU. Et ASAP est toujours là, mais donc ASAP, on est appelé à le faire disparaître, à le faire évoluer. Donc on travaillera ensemble pour trouver la meilleure solution. Donc quand je dis ensemble, c'est les mandataires et c'est aussi bien sûr les éditeurs que j'oublie pas dans le paysage, pour voir quel est le meilleur moyen pour se conformer aussi aux obligations vis-à-vis de la DSN. Pour l'instant, il n'y a pas de solution préimaginée, préconçue. Donc on sait quand même que la DSN, c'est l'objectif, mais après il y a plusieurs moyens de la mettre en œuvre. Voilà, il faudra trouver une solution qui corresponde à tout le monde, et je pense qu'on sera appelé à se revoir sur ce sujet. Voilà. Alors moi je vais répondre à la question qui est de dire est-ce qu'à un moment il y a une volonté ou pas, enfin je ne vais pas y répondre, je vais donner des éléments, est-ce qu'il y a une volonté en fait de minimiser les avantages du mandataire dans le cadre des politiques sociales. Alors je vais élargir mon positionnement parce que sur le volet FEPEM qui représente les particuliers employeurs, il y a une convention qui a été signée entre la FEPEM et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui permet, sur le secteur de l'emploi à domicile d'accompagner les conseils départementaux dans le cadre de leur rôle de versement ou plutôt d'information et puis de mise en œuvre de l'APA et de la PCH. Aujourd'hui, dans le cadre de cette convention, il y a 65 départements avec lesquels la FEPEM a signé une convention. Parmi ces départements, il y en a plus de la moitié qui aujourd'hui sont engagés dans des actions qui concernent la professionnalisation des structures mandataires. Donc aujourd'hui, on a des conseils départementaux qui reconnaissent activités mandataires, qui en fait proposent des activités de professionnalisation. Après, indéniablement, on a aujourd'hui, dans le cadre des politiques sociales, une orientation plutôt autorisée. On a aujourd'hui les SAD d'autonomie qui vont arriver. Clairement, on a aujourd'hui un mandataire qui doit trouver sa place à nouveau dans le cadre des politiques sociales parce qu'aujourd'hui, le mandataire n'est pas un acteur autorisé. Mais trouver sa place ne veut pas dire aujourd'hui que le mandataire n'a pas sa place. C'est un travail qui va être fait par les fédérations et avec, en fait, entre autres, le ministère des Solidarités sur aujourd'hui comment on peut dire, la déclinaison des différents modes d'intervention dans le cadre des prestations sociales. Voilà. Mais je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait de volonté dans le cadre de l'APA ou des pouvoirs publics de minimiser. Et on a entre guillemets un sujet commun qui est la solvabilisation des prestations sociales pour permettre en fait une juste rémunération des mandataires et des particuliers employeurs. Après, il y a un autre sujet éventuellement à évoquer qui est que sur cette activité mandataire, il y a quand même, en fait, sur les conseils départementaux, je vais faire un petit stéréotype, mais il y a des conseils départementaux qui pensent qu'un mandataire, ça sert à éditer le bulletin de salaire et qui n'a pas connaissance, en fait, de la plus-value de cette activité mandataire. Et de l'autre côté, il y a des conseils départementaux qui pensent que le mandataire, c'est un prestataire déguisé. Aujourd'hui, quand c'est, en fait, une activité comme petit-fils, quand c'est une activité associative, les conseils départementaux, ils voient différents acteurs, mais personne ne présente forcément l'activité mandataire de la même façon. Pourquoi ? Parce que les activités qui sont dans le contrat de mandat sont différentes. Il y en a qui font la rupture, il y en a qui ne font pas la rupture. Enfin,
Et aujourd'hui, se reconnaître et identifier clairement ce que fait l'activité ou ce que fait un mandataire dans le paysage, pour un acteur qui n'est pas du secteur, c'est pas toujours simple. Donc aujourd'hui, il y a ce travail-là à faire sur le secteur de l'emploi à domicile et avec les fédérations, qui est de dire, voilà, quelle est la plus-value de l'activité mandataire et comment est-ce qu'aujourd'hui elle est exprimée, elle est valorisée auprès des prescripteurs, en fait. Voilà le sujet. Une autre question dans l'Assemblée? Non, c'est bon? Moi, j'ai peut-être juste un petit... Je rebondis sur l'intervention de monsieur, là, sur le mandataire complexe, parce que je pense qu'effectivement, on a vu depuis maintenant plus de 10 ans cette évolution. D'ailleurs, le mot mandataire complexe vient de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Donc, c'est effectivement pour nous, pour considérer qu'effectivement, il y a deux types de mandats, d'une certaine manière, pour essayer de simplifier. Il y a le mandat juste de « je passe le relais ». Je passe le témoin, j'ai trouvé quelqu'un et vous vous débrouillez. Et puis il y a ce que font maintenant de plus en plus de mandataires, qui est ce qu'on appelle le mandataire complexe, qui est couvert par un agrément, donc c'est très encadré aussi d'une certaine manière, et qui est en train effectivement d'évoluer. Donc maintenant, on fait vraiment du mandataire dit complexe, enfin, prenons ce mot de la DGCCRF. Et vous parliez tout à l'heure aussi, vous avez raison, j'ai beaucoup parlé de l'APA, mais évidemment la PCH est aussi impacté sur ce sujet mandataire-prestataire. Et donc, il y a nécessité aussi d'une considération et d'une revalorisation, effectivement, de la partie PCH. Ok, je vous remercie. Niveau timing, on va respecter, du coup, l'heure de déjeuner, elle est importante. En conclusion, du coup, et surtout avant de conclure, on a quelques informations à vous passer. Donc, vous êtes dans le cadre du salon du service à la personne. Donc, sachez qu'il y a sur le stand Arch MC2, on a la possibilité de prendre des rendez-vous avec deux référents, dont Sébastien sur le côté mandataire et Laurent sur le côté prestataire, pour découvrir ou répondre à vos questions sur l'avance immédiate. Donc ça, c'est un premier sujet. Et si vous souhaitez rencontrer les différents intervenants qui étaient sur cette table ronde, voilà l'ensemble des stands qui sont présentés à l'écran pour retrouver du coup Audrey, Ouda, Patricia ou Olivier, voilà, avec les différents stands pour continuer autour du sujet du mandataire. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie aussi pour la richesse des informations et on espère qu'on a répondu à vos questions ou à la question de savoir quel est le rôle du mandataire en 2023. En tout cas, son positionnement est historique et on voit qu'il y a encore un positionnement important, puisque ce qu'il faut noter, ce que j'ai à retenir, c'est qu'on répond quand même à quelque chose d'important, c'est qu'on laisse le choix à l'employeur et à l'employé, chose que sur d'autres activités on n'a pas, donc ça permet quand même de répondre, même si on est sur la personne dépendante, de lui laisser le choix sur les modalités d'accompagnement qui vont lui être proposées sur l'immédiateté et dans les années à venir. Et je vous remercie, excellente fin de salon, et puis pareil, je suis disponible sur le stand de Arch avec plaisir pour répondre à vos questions. Merci.